Au Alors, final, Meïa Habib, ça a été quelqu'un qui a permis de mettre les sujets sur la table pendant ces 8 années au Parlement, et on l'en remercie tous pour ça, il n'y a pas de sujet. Mais c'est 0 loi et 2 amendements en 8 ans. Moi, ce que je veux, c'est finir ce mandat en ayant la même énergie pour défendre l'État d'Israël, mais derrière, des résolutions, des lois et des amendements votés pour vous. nous avons le plaisir d'être en ligne avec Déborah Abisror-Deliem. Déborah, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle à nos auditeurs qui ne le savent pas encore que vous êtes candidate du parti Renaissance, le parti d'Emmanuel Macron, au partiel, à l'élection législative de la semaine prochaine pour les Français de la 8e circonscription des Français de l'étranger. Et donc vous êtes également, sachons-le, le secrétaire général du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale. Alors tout d'abord, Déborah, vous avez été candidate il y a 1 an, vous avez échoué de quelques 200 voix dans l'ensemble de la circonscription. Ma première question se rapportera à cette réélection. Finalement, de facto, vous avez été élu, on va dire, vous êtes arrivé en tête dans plusieurs des pays de la circonscription, mais pas en Israël. Et là, on est en Israël. Comment vous expliquez que finalement, en Israël, eh bien, face à Meïa Habib, vous avez des difficultés alors que vous avez de la famille ici en Israël et que vous connaissez bien le pays? Oui, en effet, j'ai toute ma famille qui est ici et j'y ai moi-même vécu et je connais bien le pays. Je ne sais pas si on peut parler de difficultés. Il faut que les gens apprennent à vous connaître et Meïa Habib a été élue pendant plus de 8 ans. Lorsque vous arrivez, que vous êtes nouveau, les gens mettent du temps à vous connaître, mettent du temps à savoir qui vous êtes et à apprendre à vous connaître. Donc ça prend évidemment du temps et je pense que mon score était déjà honorable en juin et puis on verra celui qui est le mien dimanche suite aux élections. C'est vous qui êtes à l'origine finalement de la décision d'invalider la candidature de Meïa Habib. Vous pensiez que c'est collégial, c'était convenable de faire une telle démarche? Écoutez, moi je pense que c'est convenable de faire une démarche juridique lorsqu'il y a des irrégularités et des illégalités et que je n'ai aucun problème à accepter le résultat d'un vote et le résultat des urnes à partir du moment où ceux-ci sont fiable et légal. Et en l'occurrence, le Conseil constitutionnel, qui est la plus grande cour, je rappelle juste qu'il y a des gens comme Alain Juppé qui siègent à cette cour de justice, en ont décidé autrement, décidé suite, et je tiens à le préciser parce que ce n'est pas uniquement, c'est mon recours en effet, mais le Conseil constitutionnel s'est basé, je cite, sans qu'il y ait à juger des pièces apportées par Madame Deliem. C'est-à-dire qu'en réalité, ils se sont basés sur les pièces apportées par les citoyens eux-mêmes. Et ils se sont basés sur ce qu'on appelle le procès-verbal, c'est-à-dire les pièces que rapportent les citoyens le jour du vote. Et le Conseil constitutionnel s'est basé là-dessus pour annuler l'élection pour des irrégularités, je cite, graves, qui entravent la sincérité du scrutin. Il faut se rendre compte que ça jette l'opprobre sur notre communauté, ça jette l'opprobre sur toute notre circonscription, et ça, c'est pas acceptable non plus. Mais et pourtant, donc, je ne pense pas qu'on doit me juger, moi, pour avoir demandé à ce que cette élection soit légale. On doit juger la personne en face qui a fait les irrégularités, qui mène les citoyens à retourner aux urnes. Oui, mais Meïa Habib vous accuse même d'avoir présenté des faux documents, c'est exact, n'est-ce pas? Ah oui, il m'accuse d'avoir déposé des faux documents. Moi, je lui réponds 2 choses. Ce n'est pas parce que l'on répète un mensonge qu'il devient une vérité, cité Roosevelt. Et 2, le Conseil constitutionnel s'est basé sur les documents des citoyens. Ils ne se sont pas basés sur les miens. Et ça, ils le disent très bien. Et 3, mes documents ne sont pas faux. Ce sont des enregistrements, ce sont des dépôts de témoignages de citoyens. Comme je le dis, ce n'est pas à force de répéter un mensonge que ceci devienne une vérité. Et pourtant, malgré tout, le Conseil constitutionnel n'a pas invalidé la candidature de Meïa Habib dans cette élection à nouveau. Mais vous vous rendez compte de ce qu'on est en train de se dire? On est en train de se demander si le Conseil constitutionnel, parce qu'ils ne l'ont pas rendu inéligible, on dit qu'il avait fait des irrégularités. Le Conseil constitutionnel a dit qu'il a fait des irrégularités et des manœuvres graves qui entravent la sincérité du scrutin. Voilà, point, barre. Alors après, oui, ils ne l'ont pas rendu inéligible. Moi, j'ai envie de vous dire, c'est pour le mieux. Ça permet d'avoir une réélection fair
et de pouvoir se présenter face à l'autre avec de vrais arguments et avec de vraies chances d'un côté comme de l'autre qui sont les mêmes, et non pas avec des irrégularités graves d'un côté. Alors, on va vous parler d'arguments. Alors, on va vous demander quels sont vos arguments. Pourquoi voter pour vous ? Alors, voter pour moi, pourquoi ? Parce que en réalité, cette élection, c'est une élection à l'Assemblée nationale française. C'est pas une élection à la Knesset. Et ça, c'est important de le rappeler. Et qu'est-ce qui se passe à l'Assemblée nationale ? À l'Assemblée nationale, on vote des choses pour vous, en tant que citoyens français qui sont partis vivre à l'étranger. Moi, je vais vous donner un exemple. En juin 2022, nous avons réussi à rentrer dans le budget de la France le fait que toute personne qui a cotisé 15 ans garde sa carte vitale à vie lorsqu'elle part à l'étranger. C'est une vraie avancée pour vous, c'est une vraie avancée pour vous qui partez après avoir cotisé en France. Et ça, c'est notre majorité qui l'a fait. Et d'ailleurs, je regrette par exemple que Meir Habib ait voté contre. On propose des choses au quotidien qui ont un rapport avec votre fiscalité, qui ont un rapport avec votre départ et tout ce qui fait que ce que vous gardez en France puisse vous être allégé. Moi, je propose notamment la résidence de repli. C'est-à-dire que beaucoup d'entre vous qui partent vivre en Israël ont gardé une résidence en France. Aujourd'hui, elle est taxée comme une résidence secondaire. Et ça, je trouve ça totalement anormal. Un Français qui part vivre à l'étranger n'est pas un Dubaïote qui achète un appartement en France et là en résidence secondaire. On doit changer cette fiscalité. C'est ce que l'on propose, c'est ce que je propose et c'est ce que je porterai pour vous. Et puis évidemment, il y a les questions d'antisémitisme, les questions d'antisionisme. C'est quelque chose que j'ai toujours porté lorsque je dirigeais l'Union des étudiants juifs européens ou lorsque je dirigeais le Bnei Brit Europe. Mais ça peut se changer lorsqu'on est dans la majorité. Moi, je vais vous dire très sincèrement, lorsque vous voulez changer les choses, il faut les changer de l'intérieur. C'est bien de s'en plaindre après, mais c'est mieux de faire avant. Et moi, c'est cette nouvelle méthode que je propose. Alors, arrêtez de s'en plaindre uniquement après, mais faire les choses avant. Alors, vous parlez à plusieurs reprises de la majorité, mais si je ne m'abuse, bien que je ne sois pas un expert en politique française, il n'y a pas de majorité. Le président Macron n'a plus de majorité aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Il est obligé de compter sur l'aide de certains partis, par exemple le parti des Républicains, qui est par hasard le parti qui soutient la candidature de Meir Habib. Donc finalement, ce genre de projet, c'est-à-dire, est-ce que vous avez les moyens de les concrétiser sans majorité véritable à l'Assemblée nationale ? Alors, on a une majorité relative, c'est comme ça qu'on l'appelle, oui. Mais finalement, on est les seuls à pouvoir faire une majorité. C'est-à-dire qu'on est les seuls à avoir assez de poids et assez de sièges pour pouvoir aller trouver les majorités, qu'elles soient avec les Républicains, qu'elles soient parfois avec le Parti Socialiste, qu'elles soient à la fois avec l'IOT aussi parfois. Oui, en effet, le Parti des Républicains soutient Meir Habib. Moi, je regrette que le Parti des Républicains n'ait pas eu la boussole et la colonne vertébrale nécessaire il y a quelques jours pour voter avec nous la réforme des retraites, qui est une réforme nécessaire et qui est indispensable pour le budget. Et la plupart de nos concitoyens qui partent vivre en Israël et qui sont retraités le savent. Pour pouvoir maintenir nos retraites alors que eux ont cotisé, il va falloir que nous, alors que l'espérance de vie augmente très très objectivement, puisse se maintenir. Et là-dessus, je regrette que les Républicains ne l'aient pas voté. Mais oui, nous cherchons des majorités d'un côté comme de l'autre. Et je pense très sincèrement que oui, je ne dis pas que sur la résidence de repli, nous arriverons à trouver une majorité tout de suite, mais j'espère très sincèrement que nous y arriverons à terme. Et en tout cas, c'est ce que j'irai chercher. Et comme tous mes amis et tous mes soutiens le disent, je suis pugnace et déterminée et je ne lâcherai rien parce que je pense qu'un citoyen français qui part vivre à l'étranger ne doit pas être considéré comme un demi-citoyen. Alors, vous parliez tout à l'heure de l'antisémitisme. Quelles sont les actions que vous vouliez entreprendre dans ce domaine pour lutter contre l'antisémitisme en France, en Europe Alors, je pense que c'est des actions du quotidien. C'est-à-dire que c'est pas une action particulière, c'est des choses au quotidien et qui ne s'arrête jamais. Je suis en contact permanent avec le ministre de l'Intérieur, avec qui j'avais notamment échangé et avec qui nous avions pu travailler lorsqu'il y avait eu les requêtes en Israël en mai 2020 pour que les manifestations soient interdites. C'est quelque chose sur lequel j'avais été en contact avec lui de façon permanente et c'est quelque chose que je continuerai au quotidien. On ne doit jamais rien lâcher ni sur l'antisionisme qui est très fort en France, ni sur l'antisémitisme. Mais ça, c'est des choses qui se font au quotidien. On ne lâche jamais rien. On appelle, on rappelle, on écrit, on prend rendez-vous avec le ministre. C'est bien de se plaindre après, c'est bien de dire je suis pas content, mais ce qu'il faut faire, c'est le quotidien. C'est-à-dire, je vais vous prendre un exemple, Salah Hamouri, on n'a pas attendu que Israël le renvoie vers la France. En octobre déjà, alors qu'il n'a été renvoyé en décembre ou en janvier, en octobre, notre groupe écrivait au ministère des Affaires étrangères
pour alerter sur la situation de Salah Hamouri, le fait que c'est un terroriste et qu'il doit être considéré comme tel. On n'a pas attendu qu'il rentre. Depuis qu'il est rentré, c'est notre groupe qui avons écrit à la présidente de l'Assemblée nationale pour lui demander de l'interdire dans l'Assemblée nationale. C'est pas les Républicains ou c'est pas Meyer Habib, c'est nous. Et voilà. Et ça, c'est des choses du quotidien que nous faisons. Alors c'est peut-être moins visible parce que lorsque vous faites au quotidien, vous travaillez très dur et vous travaillez durement et vous avez des résultats, mais c'est moins visible que de se plaindre après, mais c'est des choses qui font avancer et qui font avancer pour la cause. Alors, vous parliez aussi d'antisémitisme. Meir Habib ne le cache pas. Lorsqu'il était président de la commission d'enquête parlementaire qui a été nommée sur l'assassinat de Sarah Halimi, il s'avère qu'apparemment les représentants de votre parti, Renaissance, n'étaient pas présents et n'ont pas voulu participer à la reconstitution qui avait été organisée à l'époque. Pourquoi cette absence ? Parce qu'elle était illégale, tout simplement. Nous aurions été ravis de participer à une reconstitution si elle avait été organisée avec le juge, avec les procureurs qui étaient présents, et puis surtout avec un encadrement, avec un huissier, etc. Il a été de façon autonome dans l'appartement, sans encadrement légal. Et à partir de là, une reconstitution ne peut être enregistrée au procès-verbal si elle n'est pas organisée par la loi. Et c'est dommage. Moi, je vais vous le dire, j'aurais préféré qu'il le fasse avec tout l'encadrement légal pour que celle-ci puisse être enregistrée au procès-verbal et qu'on puisse s'en servir de façon utile et de façon forte. Alors, voilà, ça fait partie des choses. Comme je le disais, moi, je ne remets pas en cause et je n'ai jamais remis en cause le travail qu'il a pu faire dans le passé. Ce que je propose, c'est une nouvelle méthode. C'est-à-dire, c'est une méthode où c'est peut-être moins, virevoltant, mais en tout cas, c'est dans la légalité. Et c'est comme ces élections. Elles sont peut-être moins virevoltantes, mais elles sont dans la légalité. Et tout doit être dans la légalité pour que nous ayons la force de nous en servir et la force de pouvoir dire ça, vous ne pouvez pas revenir dessus. Comment vous pouvez vous servir d'une reconstitution si elle n'est pas légale? Elle n'a aucun poids, elle n'a aucune valeur, puisqu'elle n'est pas organisée avec la loi autour. Ça, c'est des choses pour lesquelles je propose une nouvelle méthode. Oui, on peut dire, Meir Habib, qui est déjà depuis 10 ans dans le circuit, on va dire, de l'Assemblée nationale, s'est distingué par ses prises de position, on va dire, très tonitruantes, très fermes, dans la défense de l'État d'Israël. Est-ce que on peut supposer que vous aussi, vous montrez au créneau pour défendre l'État d'Israël comme il l'a défendu ces dernières années auprès de l'Assemblée nationale en multipliant des initiatives? Je n'ai jamais failli sur ma défense de l'État d'Israël. Jamais. Je n'ai jamais failli un seul instant. Ça fait 18 ans que je suis une militante. Je n'ai jamais failli. Et je monterai toujours au créneau. Mais à la différence, je monterai au créneau aussi en amont. C'est bien de poser une question au gouvernement sur quelque chose qui s'est passé et de façon tonitruante. Ça permet d'être visible et ça permet de montrer les dossiers. C'est très bien. Et ça ne m'empêchera pas de le faire. Mais par contre, en amont, j'aurai toqué à la porte 50 fois. On m'aura fermé la porte, je serais passée par la fenêtre. J'aurais envoyé 50 courriers. Je n'aurais rien lâché. J'aurais essayé de faire en sorte que les choses, elles aient changé avant. Et si ça ne fonctionne pas, d'avoir pu changer les choses avant, alors vous m'entendrez de la même manière, mais peut-être avec d'autres mots et une façon différente de parler, ne jamais faillir dans ma défense d'Israël. Je ne faillirai jamais dans cette défense-là. Mais il y a méthode et méthode. Et je crois au fait, vous savez que c'est comme l'histoire de Pierre et le loup. Je crois au fait qu'à force de crier, mais sans jamais agir en amont, on n'obtient pas. Et moi, ce que je veux, c'est obtenir. Au final, Meir Habib, ça a été quelqu'un qui a permis de mettre les sujets sur la table pendant ces 8 années au Parlement, et on l'en remercie tous pour ça, il n'y a pas de sujet. Mais c'est 0 loi et 2 amendements en 8 ans. Moi, ce que je veux, c'est finir ce mandat en ayant la même énergie pour défendre l'État d'Israël, mais derrière, des résolutions, des lois et des amendements votés pour vous. Alors, une dernière question, Déborah. On ne peut pas s'empêcher de poser la question autour de ce qui se passe en Israël depuis plusieurs semaines, la réforme judiciaire. Quel est votre positionnement par rapport à la réforme judiciaire? Est-ce que, par exemple, vous alignez sur le type de position qui viserait à s'immiscer dans les affaires de l'État d'Israël et dire, par exemple, comme l'a fait Joe Biden il y a quelques heures, à savoir, il faut cesser la réforme judiciaire, ou alors, quelle est votre position à ce sujet?
Alors, j'ai une position qui est assez claire, c'est que je ne veux pas devenir je ne veux pas faire le mélange des genres qui est énormément reproché et je pense que en France le fait que Meir Habib ait une position très pro Bibi Netanyahou, pro tout ça, ça lui enlève du poids à l'Assemblée nationale, il n'est plus pris au sérieux à cause de ça. Moi je ne veux pas absolument pas faire ça parce que je pense que lorsque vous êtes élu à l'Assemblée nationale, vous devez aussi vous rappeler que vous êtes élu dans une assemblée française et non à la Knesset. Ça, c'est très important. Néanmoins, je vois ce qui se passe en Israël. J'y suis en ce moment, je vois très bien ce qui s'y passe. Moi, je sais pourquoi toute ma famille a fait son alia. Je sais pourquoi je suis venue vivre ici il y a une dizaine d'années. Parce qu'on a un rêve, parce qu'on est sioniste, parce que on croit en un peuple, une terre, et on croit au fait que c'est chez nous et le fait qu'on doit vivre comme un peuple ensemble sur notre terre. Et ça, on ne doit pas l'oublier. Et on ne doit pas oublier qu'on est un peuple. Et j'espère très sincèrement que Israël retrouvera son unité, ne restera pas dans cette division. Et c'est en ça que j'entends très sincèrement l'appel du président Herzog, parce que je pense que un peuple, une terre ne doit jamais être oublié. C'est ce qu'on appelle depuis 2000 ans. C'est ce qu'on appelle à chaque... On a dans quelques jours Pessah. Et on sait que notre but, c'est toujours ce retour vers la terre d'Israël. Et c'est la terre d'Israël avec un seul peuple et pas divisé. Eh bien, merci beaucoup, Déborah Abisror de Liem, d'avoir été avec nous ce matin, de nous avoir donné votre profession de foi d'une certaine manière et vos projets. Merci à vous ce matin. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, à bientôt. Merci, bientôt, bonne journée. Au revoir.